L'exil de Tunis, les transplantés. En 2 jours, il fallut achever les préparatifs et malgré l'hiver, faire sécher le linge que nous avions lavé. La Djohra et moi à la rivière. Je vis de loin pour la dernière fois le moulin qui tournait. Je fis à tous mes adieux et nous quittâmes cette maison où nous avions cru vivre pour toujours. J'avais rendu à Tedhelt les 300 francs pour qu'elle me restitue les bijoux que j'avais déposés chez elle. Mais elle me fit cadeau de 200 francs, prit notre voyage. Nous descendîmes à pied jusqu'à la gare. Une mule et un âne suivaient, porteurs des enfants et des minces bagages. Ma belle-mère, Tedhelt et d'autres parents nous accompagnèrent. De mes fibules, j'enlevai toutes les breloques que je donnai à la Djohra. J'y avais laissé de la laine préparée pour tisser une couverture et le reste des provisions. Mais elle n'approuvait pas notre départ. De ce voyage en 3e classe, sur de dures banquettes, à côté des Arabes qui chantaient inlassablement le même air, j'ai gardé un souvenir de cauchemar. Nous couchâmes à Constantine, chez une amie de Tedhelt, dont le fils était agent de police. Le lendemain, il fallut partir pour une ville inconnue. Inconscience ou imprévoyance, je ne sais, nous avions amené avec nous un parent éloigné qui n'avait aucun métier. Il devait rester à notre charge près de 3 mois et nous quitter sans nous dire au revoir. Après toute une journée et la moitié de la nuit, nous arrivâmes enfin à Tunis. À la gare, des amis du pays nous attendaient. Hussein ou Bouchachi et son cousin s'emparèrent tous deux de nos bagages et nous conduisirent à notre domicile. Hussein avait fait venir un repas de chez le gargotier, mais je ne touchais à rien. On nous avait acheté un matelas de crin qui était étendu sur le sedda, sorte d'alcôve en forme de lit très haut. C'est là que mon mari, mes enfants et moi, nous nous endormîmes, après avoir sorti les couvertures de la malle. Arrivé à minuit, 1 heure après, nous étions couchés. Il faisait grand jour quand nous nous réveillâmes. Je fis le tour de la maison arabe que mon mari avait louée pour 6 mois. Elle comprenait 2 pièces assez grandes, beaucoup plus longues que larges. Dans chacune, il y avait une sedda servant de lit. D'une 3e pièce, plus petite, partait un escalier conduisant à la terrasse, où se trouvait une minuscule buanderie. La maison était meublée d'importantes étagères. Dans la courette, un banc en maçonnerie tenait lieu de potager, et à côté de l'une des pièces, à hauteur de la taille, s'ouvrait le puits. Dans le fond d'un réduit sans porte, il y avait les cabinets. Nous étions en plein quartier musulman, et je ne savais pas un mot d'arabe. Mon mari fit le tour, même quelques emplettes indispensables. Une corde et un tonnelet pour tirer l'eau de puits, des ustensiles de cuisine, un seau pour aller chercher de l'eau à la fontaine, car celle du puits n'était pas potable. Tout cela a été acheté. Dès le lendemain, Belkacem reprit sa place au bureau. C'est Paul, un enfant de 7 ans et demi, qui dut acheter le pain, les légumes, le café, le sucre, et puiser l'eau à la fontaine située à quelques mètres de la maison. Heureusement, tout se trouvait à proximité. Parfois, Henri, âgé de 4 ans et demi, essayait d'aider son frère à porter le seau, ou bien un voisin plus grandé amenait le seau jusqu'à la porte et je le rentrais, car je me serais trop singularisé si j'étais sorti visage découvert parmi les musulmanes voilées. Ne parlant pas un mot de la langue du pays, l'arabe, je me sentais bien désorienté. Une voisine me fit signe
et qu'elle me vendait du charbon à 2 sous le kilo. J'en achetais. Qui pourra dire ce que j'ai souffert de cette époque de l'exil? Quand mes enfants à l'école, mon mari au bureau, j'en endormis, je montais sur la terrasse qui donnait sur l'avenue pour écouter avidement le langage des chleux marocains qui ressemblait à celui de mon pays. Les patrons de mon mari nous rendirent visite. La dame m'apporta une jupe et un corsage et m'invita à aller la voir chez elle, rue d'Algérie. Un jour, Henri se perdit. Il était sorti de la maison et avait suivi l'avenue Babjdid. Mon mari alerta la police. On retrouva l'enfant en rue de la Casbah. Quelqu'un avait reconnu qu'il n'était pas du pays et on l'avait ramené. Le patron avait été d'avis que les enfants aillent à l'école chez les frères séculiers de la rue d'Algérie. Il fallut d'abord les habiller, nous leur achetâmes de petits costumes au rabais, et je leur confectionnai des tabliers à carreaux. J'avais bien peur, car ils devaient traverser toute la rue Al-Jaziras, où les tramways circulaient. Avant d'aller en classe, Paul, au Souk el-Asser, m'achetait le nécessaire pour les repas. Les 6 mois de location passés, je dis à mon mari que le mieux pour nous serait d'habiter dans un quartier européen où je pourrais sortir comme les autres femmes. Il loua un petit appartement rue Sidi El Morgiani, en plein centre italo-sicilien. Avec la modique somme dont nous disposions, nous n'avions guère le choix. Cet appartement au rez-de-chaussée n'avait que 2 pièces minuscules, l'une carrée servant de salle à manger, l'autre pouvant contenir 2 lits, et dans un coin la malle. Nos affaires avaient été transportées dans la hotte d'un portefaix, et nous avions pris une charrette pour nous conduire à notre nouvelle demeure. Le dimanche qui suivit le déménagement, mon mari, à la salle des ventes, acheta un buffet et 2 lits, l'un pour nous, l'autre pour les enfants. Nous étions tranquilles. Dans la petite cuisine, j'avais le robinet d'eau. Les robinets avaient une chasse et ne risquaient pas de se boucher comme ceux de la maison arabe. Au rez-de-chaussée, sur le patio, vivaient 2 autres ménages. À l'étage, il y en avait 3 autres, dont un allait partir pour l'Italie, et le logement serait bientôt libre. Moins humide que celui du bas que nous occupions, je décidai que je le prendrais. Mes voisines, des Italiennes, furent gentilles pour moi. Avec elles, j'avais un souk faire des courses. J'allais au souk faire mes courses. C'est ainsi que j'achetai une pile pour laver le linge et les ustensiles de cuisine. Quand je voulais tailler un vêtement et que je ne savais pas m'y prendre, elles ne refusèrent pas de m'aider. C'étaient des femmes d'ouvriers, de maçons, mais elles savaient travailler et vivre de peu. Au mois de décembre, j'eus un autre petit garçon. Les sœurs de Saint-Vincent de Paul, qu'on avait intéressées à nous, m'apportèrent une layette. La femme du patron me fit don d'une paire de draps, de fil et d'une douzaine de couches pour le bébé. Nous étions très, très pauvres. Dès le début de décembre, tous les soirs, mon mari, qui n'aimait pas écrire, rédigeait des lettres de bonne année pour toutes les connaissances susceptibles d'envoyer un petit cadeau. C'est ainsi qu'il écrivait aux parrains et marraines d'Henri, de Jean, qui habitaient Saint-Dizier, au père Baldite, Justrobe, Giraud et de Huisser. Et nous attendions les réponses à ces lettres avec impatience, espérant qu'un modeste mandat les accompagnerait. L'abbé Codard, parrain d'Henri et de Jean, nous a beaucoup aidés. C'est par billet de 100 francs qu'il nous a secourus après notre départ d'Er Ali. Le patron et la patronne de Belkacem furent parrains et marraines de l'enfant qui venait de naître. On l'appela Louis-Marie. Le père Justrobe, un jour, m'apporta une sacoche d'artichauts et m'invita à me rendre pour Pâques avec les enfants à Boukris pour toute la journée. Il nous reçut cordialement. Tous les dimanches, il voulait que nous allions à Carthage, chez les pères, pour que les petits fassent un bon repas
que lui-même payerait. À cette époque-là, où pour nous la vie était très difficile, les missionnaires de Carthage furent d'un grand secours. Les enfants avaient surnommé le père économe Père Confiture. Le patron de mon mari était gérant de plusieurs immeubles. Un appartement s'étant trouvé libre, il nous l'offrit au loyer payé par le précédent locataire. En juillet, nous allâmes habiter ce nouvel appartement, composé d'une grande cuisine, d'une très longue pièce étroite qui pouvait contenir un lit, une table et quelques chaises, et d'une autre pièce carrée assez spacieuse. Ce logement au premier étage donnait sur la rue Chaker, resserrée et populeuse. Tous les soirs, les Italiens faisaient les sérénades en s'accompagnant de leurs mandolines et dans les patios. Le samedi, ces braves gens organisaient des bals et ils dansaient et chantaient tout en mangeant des fèves bouillies. Certaines voisines parlaient un peu le français et nous finissions toujours par nous comprendre. Mais je me gardais de leur demander même une allumette. Ces gens vivaient d'une manière très simple. Avec de la semoule, les femmes pétrissaient des pains énormes qu'elles mettaient à cuire au four. Elles les enveloppaient ensuite dans des linges afin qu'ils ne durcissent pas. À midi, c'était tous les jours le plat de macaroni à la tomate. Et le soir, on posait sur la table l'une des grosses miches et chacun en coupait à volonté et faisait passer le pain avec une salade de variantes, du thon ou du fromage. Le vin ne manquait jamais. Au mois d'août, j'eus la jaunisse et le docteur m'ordonna d'aller à l'hôpital. Je ne pouvais rien avaler et je ne me tenais pas sur mes jambes. À l'assistance, on refusa de garder mes petits car nous n'étions pas français. Je partis quand même pour l'hôpital. Je suppliais tellement qu'on m'acceptât. J'avais cru qu'on me laisserait mon petit de 9 mois qui marchait tout autour du banc, et la sœur l'emmena dans une autre salle où, pour l'empêcher de se déplacer, on lui avait attaché ses petites mains aux barreaux d'un lit. J'écrivais aux sœurs de Carthage de venir à mon secours. Elles prirent le bébé, ainsi que ses frères, qui étaient à la maison. La jeune fille chargée de soigner le petit Louis-Marie chez les sœurs de Carthage m'a raconté plus tard qu'il avait des plaies au poignet occasionnées par les liens. Je restai à l'hôpital du 17 août 1909 au début d'octobre, mais je sortis trop tard pour sauver mon enfant. 8 jours après mon hospitalisation, il partait d'une entérite infectieuse. Je n'ai jamais pu oublier sa mort, dont je me sentais responsable. Mektoub. Je ne pouvais plus supporter de vivre dans l'appartement de la rue Chaker. Je voyais partout mon petit qui me suivait dans mon trotte-bébé d'osier. Je voulus changer de logis. Dans la même rue, impasse d'Éventail, il y avait une grande chambre avec une seule fenêtre. Et donnant sur un patio vitré, je l'acceptai en attendant mieux. Et nous déménageâmes encore. Nous demeurâmes dans cette chambre qui était spacieuse d'octobre à décembre. En décembre, le voisin d'à côté abandonna son appartement, 2 pièces carrées assez grandes, avec 2 fenêtres sur rue et communiquant par une ouverture sans porte. Mais j'achetai de l'étoffe à bon marché et fis des rideaux, mis des étagères pour ne rien laisser traîner. Nous couchions dans une pièce et les enfants dans l'autre. La suite demain. Vous pouvez vous abonner.